Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, donc bienvenue à tous pour notre toute première conférence en ligne, à nous l'écoquartier de Rosemont, la petite patrie. Alors moi, je suis toute seule là devant mon écran, et que je ne sais pas combien de personnes se trouvent derrière, l'autre bord de l'écran. Juste le temps que tout le monde arrive, que tout le monde s'installe avec son petit café, son verre d'eau. Peut-être si vous pouvez nous faire un petit commentaire pour nous dire que vous nous entendez bien ou au contraire que vous entendez rien. Peut-être nous dire aussi d'où vous venez, le temps que tout le monde arrive. Moi, j'aimerais ça savoir ce qui vous amène ici. Euh, voilà, c'est... Moi, je m'appelle Margot, je suis chargée de projets en communication et mobilisation pour l'écoquartier de Rosemont, la petite patrie. Et qui m'accompagne aujourd'hui, c'est Charlotte, la coordinatrice du programme Écoquartier. Puis elle est aussi notre modératrice et technicienne, fait que c'est elle qui va s'occuper de résoudre les petits couacs éventuels et surtout de répondre à vos questions, de vous donner la parole, etc., etc. Fait que, Bonjour tout le monde. Margot, les commentaires qu'on a sont très positifs. L'image est super, le son est très bien. On a des gens qui nous disent bonjour de Montréal, des gens qui habitent dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Et tout le monde te dit bonjour et tout le monde t'entend très bien. On est à 15. Là. Puis c'est en super. direct sur Facebook aussi, donc on a des gens qui nous suivent sur Facebook. Alors, OK. à toi, Margot, on est parti. Alors, c'est parti. Je veux juste faire un tout petit point sur la situation de l'écoquartier de Rosemont-la-Petite-Patrie avant qu'on commence, juste pour vous dire que notre local est toujours fermé pour le moment. Nos activités, comme par exemple le prêt de matériel de corvée et nos événements sont suspendus pour une durée encore indéterminée, mais on est très branchés sur les réseaux sociaux, etc. Fait qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter, à nous appeler, à nous écrire. On a un compte Facebook, on a une page web, on a même un nouveau compte Instagram. Fait que voilà, tout ça, c'est des canaux de communication que vous pouvez utiliser pour nous poser des questions. On reste une ressource pour vous en environnement, même dans la situation actuelle. Voilà, je voulais juste dire ça avant d'attaquer. Aujourd'hui, voilà de quoi on va parler, de gestion des déchets. Et plus précisément, on va essayer de vous donner des conseils et des solutions qui vont vous permettre de bien trier vos déchets à la maison et surtout de réduire la quantité de déchets que vous produisez. Pour certains, c'est un sujet qui est un peu mêlant. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans mon bac? Qu'est-ce que je ne dois pas mettre? Pourquoi il faut que je le fasse, etc. Tout ça, c'est des choses dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Juste avant qu'on se lance et que je vous présente l'ordre du jour, je voudrais quand même présenter l'organisme qui est mandataire du programme Écoquartier de Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc depuis l'année dernière, en fait, l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie s'est associé avec un organisme pour la gestion de ce programme. Cet organisme, ça s'appelle Il y a quelqu'un à l'autre bord du mur. C'est une entreprise d'économie sociale également qui fait, entre autres choses, de l'enlèvement de graffiti, de la création de murales, du verdissement, de l'agriculture urbaine et aussi de la sensibilisation en environnement. Donc l'écoquartier fait partie de l'organisme avec quelqu'un au bord du mur. Et qu'est-ce qu'on fait nous à l'écoquartier? Donc, on organise des événements. Par exemple, l'année dernière, à l'automne, on a organisé un événement de réparation d'objets. On a aussi organisé un événement qui portait sur la mobilité durable. Voilà, on fait des événements et on aide aussi des entreprises et des organismes à créer des événements éco-responsables. On fait par exemple la gestion des déchets sur certains événements. Voilà, on organise d'habitude des corvées de propreté, pas cette année parce que les rassemblements sont interdits et pour faire un nettoyage collectif du quartier, eh ben, il faut être plusieurs. Donc cette année, il n'y aura pas de corvée, mais on se reprendra l'année prochaine, c'est certain. Et voilà, on fait aussi de l'éco-conseil et on propose des animations et des ateliers, que ce soit dans des organismes, des entreprises ou dans des écoles. Et d'ailleurs, la conférence d'aujourd'hui, c'est d'habitude une conférence qu'on fait dans des organismes. On l'a adaptée pour qu'elle soit voilà, regardable en ligne aujourd'hui. Je vous invite à tout moment à poser des questions dans les commentaires. Si on n'y répond pas tout de suite, on y répondra un petit peu plus tard. Et si jamais vous regardez cette vidéo en différé, n'hésitez pas quand même à poser les questions dans les commentaires.
on est très alerte là-dessus. Donc voilà. Voici l'ordre du jour. Je vais commencer par faire une petite mise en contexte pour mieux comprendre en quoi réduire la quantité des déchets que l'on produit, c'est une bonne chose. Et en quoi mieux les trier, c'est aussi une action éco-citoyenne importante. Suite à cette mise en contexte, je vais introduire un concept qu'on appelle les 4 RVE. Alors, c'est un nom qui a l'air un petit peu barbare comme ça, on va le démystifier ensemble. Voilà, c'est un principe qui vise en fait à la réduction des déchets. Ensuite, on fera un petit tour des types de collecte municipale qui existent et des matières qui sont acceptées dans nos différents bacs et aussi de celles qui sont refusées, bien sûr. Et ça va nous conduire à une petite séance de questions-réponses. Vous pourrez nous poser vos questions, qu'elles soient liées aux déchets ou à d'autres choses. Si on peut y répondre, on le fera tout de suite. Voilà. Alors, on se lance. Mise en contexte. Dans un premier temps, et je pense que vous êtes nombreux à déjà savoir ce que c'est, mais on va parler de gaz à effet de serre et de l'effet de serre tout court. Donc, vous le savez certainement, l'atmosphère terrestre, elle est faite de gaz à effet de serre, donc de plusieurs gaz à effet de serre, d'oxygène et de nitrogène. Les gaz à effet de serre qui sont naturellement présents et les plus abondants dans l'atmosphère sont le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, et l'oxyde nitreux, N2O. Je vais lire la définition qui apparaît devant vos yeux. Certains gaz naturellement présents dans l'atmosphère permettent de retenir sur la Terre une partie de la chaleur que cette dernière émet vers l'espace sous forme de radiation infrarouge. En gros, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel à la base qui permet à la Terre de retenir la chaleur solaire dans son atmosphère et donc de maintenir une température acceptable qui permet la vie sur Terre. Voilà. Bien qu'il y ait des gaz qui soient naturellement présents dans l'atmosphère, il y en a aussi d'autres, en revanche, qui sont, eux, issus des activités humaines. Et par activités humaines, j'entends par exemple la combustion d'énergie fossile, mais aussi, je ne sais pas moi, les transports, l'incinération des déchets, etc. Il y en a beaucoup, là, je ne vais pas tous les citer aujourd'hui. Donc, l'effet direct de ces activités humaines, c'est qu'en plus donc, des gaz à effet de serre naturellement présents, il y en a d'autres qui n'existaient pas, qui sont aujourd'hui là aussi et qui sont très nocifs pour la santé et pour l'environnement. Ils ont des noms un petit peu barbares, par exemple hexafluorure de soufre ou alors perfluorocarbure ou encore hydrofluorocarbure ou triofluorure d'azote. Triuorure, d'azote, bref. Vous voyez, même moi, j'ai du mal à les dire. On ne va pas rentrer en détail là-dedans, mais c'est juste pour vous dire qu'il y en a et ils ne sont pas bons pour notre santé. Voilà. Le fait que la présence de ces gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère, ça fait en fait monter la température sur la Terre et ça provoque des dérèglements climatiques. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer en détail en fait dans les changements climatiques et les dérèglements qu'on peut observer. Je pense par contre que ça pourrait être le sujet d'un autre webinaire. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vous invite maintenant en fait à lever la main ou à nous faire un petit signe dans les commentaires. On pourrait tout à fait monter un deuxième webinaire tant qu'on est là. Allons-y. Fait que voilà, si ça vous intéresse, c'est le moment de le dire. Avant de passer à la suite, bien que je ne parle pas de changement climatique aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on soit tous d'accord sur le fait que le rôle important des humains et des activités des hommes ne sont pas à remettre en doute dans les changements climatiques. C'est complètement naturel d'avoir tendance à nier certaines vérités, surtout quand elles sont alarmantes ou un petit peu abstraites comme ça. Pourtant, c'est prouvé que la crise climatique et la crise de la biodiversité que nous vivons actuellement, elles sont bel et bien liées aux activités humaines. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'articles qui minimisent cette responsabilité de l'homme et beaucoup de marchands de doute qui aiment ça nous faire croire le contraire. Mais attention, je pense que ces marchands de doute défendent surtout des gros intérêts économiques et pas forcément les intérêts humains. Donc, voilà.
Je pense que chaque geste éco-citoyen que l'on pose, même s'il a l'air petit, même s'il a l'air tout petit, est au contraire très important et contribue à l'amélioration de nos conditions de vie sur cette terre. Et c'est ce qui m'emmène à cette diapositive-là, et c'est ce qui nous emmène ici aujourd'hui, parler de nos déchets. Est-ce que vous avez à peu près une idée du poids moyen de matière résiduelle qui est généré par un Montréalais en une année? Là, le chiffre que je vais vous présenter, c'est 2018, mais il n'a pas beaucoup changé depuis. Est-ce que vous pouvez, là, dans vos commentaires, je ne sais pas, Charlotte, si tu arrives à avoir des réponses, deviner comme ça combien de kilos de déchets on produit par an? Quelqu'un nous propose 1 tonne comme réponse à ta question, Margot. Est-ce qu'on a d'autres gens qui veulent s'essayer? Vas-y avec la réponse. OK. Alors, 465 kg de matière résiduelle générée par an. C'est à peu près la moitié d'une tonne. C'est quand même beaucoup. Ça correspond à peu près 10 petits veaux à la naissance. Voilà, en termes de poids, pour se donner une idée, ou une demi-voiture. Bon. Et voilà, les déchets à Montréal. Donc, d'après les données que j'ai trouvées dans un document qui s'appelle l'Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2017, le secteur des déchets, à lui tout seul, a produit en 2017 donc 5,8% des émissions totales de gaz à effet de serre pour la province de Québec. Et 94% de ces émissions sont sous forme de méthane, CH4 indiqué ici. Dans l'agglomération de Montréal, juste en Montréal, ces émissions de gaz à effet de serre sont principalement attribuables aux activités d'enfouissement des matières résiduelles. Toujours en ce qui concerne le secteur des déchets, je reste dans les déchets. En fait, nos déchets, et principalement nos déchets organiques, lorsqu'ils sont dans les sites d'enfouissement, ils produisent en se décomposant des gaz, dont du méthane. Ces gaz sont générés par la réaction de la décomposition anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, et ils sont responsables de 89% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des déchets, juste à Montréal. 89%, c'est la décomposition de nos déchets dans les sites d'enfouissement. Dans ce secteur, on comprend également les émissions de gaz à effet de serre produites par le traitement biologique des déchets, le traitement des eaux usées et l'incinération des déchets. Et ces trois activités ensemble, c'est 11% des émissions totales de gaz à effet de serre émises pour le secteur des déchets. En plus du problème des émissions de gaz à effet de serre, il y a d'autres problèmes liés à l'enfouissement des déchets à Montréal. On le sait, on manque de place dans les sites d'enfouissement. Il y en a certains qui sont déjà pleins, qui ferment. Il y a pas très longtemps, la grande question qui s'est posée, est-ce qu'on en ouvre d'autres? Est-ce qu'on en fait d'autres? Ou est-ce qu'on essaye de trouver d'autres solutions pour réduire la quantité de déchets produites? Et puis, il y a aussi la pollution des sols et des eaux. Qui sont liés à l'écoulement du jus de déchets, hein, qu'on appelle le lixiviate. Donc, c'est un petit jus de déchets qui rentre en fait dans la terre et qui va ensuite dans notre eau. Donc, il y a quand même pas mal d'enjeux et de problématiques liées à l'enfouissement des déchets à Montréal. Margot, est-ce que je peux me permettre une toute petite intervention là-dessus? Oui. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, qui était très bien expliqué. Un enjeu important aussi avec le fait que ce soit du méthane, du CH4, qui soit émis dans les sites d'enfouissement, c'est que le CH4, c'est un gaz à effet de serre qui est dépendamment là, de 20 à 25 fois plus puissant que le CO2. Ce qui veut dire qu'en plus d'être émis en grande quantité parce qu'on enfouit nos matières organiques dans les sites d'enfouissement, c'est un gaz qui a un potentiel de réchauffement qui est très grand. Donc, c'est encore plus un enjeu pour cette raison. Je te repasse la parole, Margot. Merci. Merci beaucoup. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer la production de matières résiduelles à notre échelle et pour mieux gérer en fait ces matières résiduelles de manière générale? Et c'est là que je vais introduire ce concept au nom barbare de 4RVE, qui est en fait un acronyme
tout simplement. Donc, c'est un principe d'éco-responsabilité hiérarchisée, c'est-à-dire qu'il se fait par étapes, qui vise à la réduction des déchets et à la réduction de notre empreinte écologique. Dans le plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal, qui a été publié l'année dernière, on apprend que la ville de Montréal applique ce principe dans l'objectif de faire de Montréal une ville zéro déchet d'ici à 2030. Évidemment, il y a plusieurs étapes pour atteindre cet objectif, hein, mais voilà, ce principe est appliqué. Il faut savoir que plus on applique ce principe, moins on a de déchets à gérer à la fin. Alors, avant d'aller dans le détail de tous ces verbes-là, je fais juste un petit topo sur le cycle de vie des objets. Je suis sûre que tous, on a déjà une très bonne idée de ce qui se passe dans la production d'un produit, d'un objet ou d'un aliment. Mais voilà, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, je fais un petit récap. Donc, pour produire un objet ou un produit, on extrait d'abord des ressources naturelles. Donc, on va dans la nature et on extrait une ressource. Ça peut être de l'eau, du pétrole, un arbre, un animal. Voilà, les ressources sont multiples et de plusieurs catégories en plus. Cette matière, une fois qu'elle est extraite, donc ça prend quand même des machines, etc. pour l'extraire, évidemment. Une fois qu'elle est extraite, elle est transformée dans des usines de transformation et c'est là qu'elle va devenir un produit, un objet fini. Cet objet, il va ensuite être emballé, puis distribué et il va atterrir dans des lieux où on va pouvoir en faire l'acquisition. Donc, nos épiceries, les marchés, les magasins, etc. On va donc acquérir cet objet, on va le consommer, l'utiliser, le manger, peu importe. Et une fois qu'on a terminé, on va le jeter. Et c'est la fin du cycle de vie des objets. C'est donc un cycle qui est linéaire. On part d'un point A à un point B. Et voilà. Sauf que les ressources disponibles sur notre planète ne sont pas infinies et qu'on n'a plus de place dans les sites d'enfouissement. Donc, ça ne fonctionne plus d'avoir une économie comme ça, linéaire. La méthode des 4 RVE, c'est une méthode qui permet de réintroduire certains produits dans le cycle de vie des objets à certains stades de ce cycle et donc de diminuer les nouvelles extractions de ressources naturelles et de diminuer aussi la production de déchets. Est-ce que ça va pour vous? Jusque-là, je continue. Allez, on attaque. Donc, 4 RVE. Le premier R des 4 R, c'est repenser, refuser. Ça, chacun utilise son verbe préféré. Moi, j'aime bien les deux, personnellement. Je les trouve assez complémentaires. L'idée, c'est de repenser notre mode de consommation et nos modes de vie de manière globale, avant même d'entreprendre quoi que ce soit d'autre. Donc, s'informer dans un premier temps pour mieux comprendre comment on consomme et quels sont les impacts liés à notre consommation ou à notre surconsommation. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait la petite mise en contexte avant, dans la partie 1 donc. Comme, je pense que exposer des faits et s'intéresser aux chiffres, etc., ça aide à faire des choix éclairés par la suite. Donc, s'informer, pour moi, c'est vraiment important et ça aide à repenser les choses. Voilà. Plus on a d'armes pour repenser les choses, mieux c'est, je pense. Refuser, c'est refuser ce dont on n'a pas besoin. Que ce soit le courrier indésirable, les courriels indésirables ou les circulaires d'ailleurs, la marchandise publicitaire, les petits cadeaux inutiles. Voilà. On a le droit de refuser des choses dont on n'a pas besoin. En fait, l'important, c'est de questionner nos réels besoins et d'essayer de refuser ce qui nous semble superflu. Ce qui est superflu, voilà, on n'a pas besoin. On a tendance à consommer trop, plus par envie que par besoin finalement. Alors attention, on n'est pas forcément aidé dans le sens où la publicité, le marketing, les tendances, ça nous pousse vraiment à aller acheter des choses dont on pense qu'on a besoin, mais on a surtout envie de les avoir. Les vêtements, les appareils électroniques, les téléphones cellulaires, etc. Voilà, peut-être avant de faire l'acquisition d'un objet, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'en ai juste envie? Est-ce que j'en ai déjà? Est-ce que je peux l'acheter usagé? Voilà. Pour ce grand premier R, repenser, refuser, c'est un peu ça l'idée. Le deuxième R, c'est réduire.
Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Ça paraît évident comme ça, évidemment. C'est le premier principe du zéro déchet, du mode de vie zéro déchet. C'est l'idée de réduire la production de déchets à la source et donc aussi l'achat de déchets à la source. Aujourd'hui, on va à l'épicerie puis on veut acheter, je ne sais pas, des fruits, des pommes, des courgettes, peu importe, et on les trouve dans une barquette en styromousse entourée de pellicules alimentaires extensibles. Est-ce que c'est vraiment utile d'emballer 2 pommes dans tant de choses qui ne se recyclent pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement acheter nos pommes en vrac? Voilà, réduire, c'est un peu ça. C'est préférer des produits qui ne sont pas emballés ou pas sur-emballés et du coup, avoir le moins de déchets possible à gérer par la suite. Et je pense que moins on achète les produits emballés, plus ils seront produits. En fait, c'est un peu la logique économique aujourd'hui. Moins il y a d'acheteurs, moins ce produit va être proposé. Donc, si on en met tous un peu d'une autre, normalement, ça devrait avoir tendance à disparaître. Donc voilà, pensez aux vrac, aux produits lavables, réutilisables, etc. Là, attention, je sais qu'en ce moment, le vrac, c'est un petit peu compliqué. Mais quand on sortira de cette période un petit peu étrange, voilà, ceux qui sont habitués à faire du vrac pourront recommencer et ceux qui n'ont pas encore cette habitude-là pourront peut-être commencer à prendre ce genre d'habitude, si ça les tente. Je vous y encourage en tout cas. Ensuite, réutiliser, réemployer, ça, c'est à mon sens le R le plus fun. Peut-être parce que j'ai un esprit créatif, je ne sais pas, mais c'est vraiment là qu'on peut se laisser aller à toutes sortes d'idées de bricolage, de DIY, le fun. Donc, l'idée, c'est de réemployer, réutiliser plusieurs fois les objets pour en prolonger la durée de vie. Avant de le jeter, on va aller au bout de cet objet. Et donc, évidemment, quand on achète des objets qui sont faits dans des matériaux plus durables, ça aide à les utiliser plus longtemps, par exemple. C'est aussi réapprendre à réparer les objets au lieu de les jeter dès qu'il y a une petite panne ou un petit bris. Là encore, je vous rappelle qu'il y a des ateliers et des cafés qui proposent maintenant de vous aider à réparer vos objets. Nous-mêmes, on organise à l'automne un événement qui va vous permettre d'apprendre à réparer des objets à l'aide de bénévoles. C'est ça. Il y a plein de ressources en ligne maintenant pour réparer des petites choses. Margot, on a Émilie qui nous demande si on n'a pas des choses en ligne, justement en lien avec le réemploi, des tutoriels, peut-être des choses pour bricoler. En fait, oui, on a créé une page sur notre site internet qui s'appelle S'occuper à la maison. Et là, voilà, on vous donne tout un tas de petites idées créatives à faire avec 3 fois rien chez vous pour que ce que vous pensiez être des déchets redevienne un matériau créatif pour faire des projets créatifs. Fait que cette page s'appelle S'occuper à la maison. C'est sur notre site internet www.ecoquartier-rpp.ca et sur la page d'accueil, vous avez un lien qui vous emmène direct dans cette rubrique-là. Et qu'allez consulter, on rajoute des choses à chaque semaine. C'était une bonne question, merci Émilie. Juste pour terminer sur réutiliser, réemployer, pensez à acheter usagé, à donner aussi vos vieilles choses qui peuvent servir à d'autres et aussi pensez au partage d'objets. On n'est pas obligé d'avoir des outils neufs, on peut très bien partager des outils avec, je ne sais pas, les membres de votre famille, vos voisins, vos amis, pourquoi pas. Voilà. J'arrive au 4e et dernier R, c'est recycler. Alors, recycler, c'est vraiment donner une nouvelle vie à la matière. Par exemple, et là, les informations que je vais vous donner sont tirées d'un document qui s'appelle « Que deviennent les matières que nous récupérons ?» qui a été publié par Recyc Québec. Par exemple, les pneus hors d'usage peuvent servir à fabriquer des surfaces de jeux d'enfants. Vous savez, un peu souple là. Le verre rentre dans la composition de la laine isolante dans les constructions. Un vêtement en polyester, il peut être fabriqué à base de bouteilles en plastique récupérées. Voilà, c'est vraiment l'idée que la matière va de nouveau être transformée pour produire un nouvel objet. Donc, ça retourne vraiment dans le cycle de vie des objets au niveau de la transformation. C'est très important. Et puis, ça se fait de mieux en mieux, évidemment. On arrive au V, le petit V de valoriser. Alors, on l'a vu un peu plus tôt.
La décomposition de nos déchets donc, en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, génère entre autres du méthane. La valorisation, ça permet de récupérer l'énergie produite dans une transformation chimique, par exemple la transformation des matières organiques, et d'utiliser cette énergie pour faire autre chose. En fait, lorsque nos matières organiques, elles sont traitées dans des sites faits pour la matière organique, elles se décomposent cette fois-ci avec de l'oxygène et en fait, on récupère les gaz et on en fait un biogaz qui va servir à produire de l'énergie. Je résume, hein, évidemment. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est à peu près ça l'idée. En gros, les résidus peuvent être utilisés comme combustible ou compostés pour produire de nouveau des amendements pour le sol. En gros, la carotte redevient carotte. Aujourd'hui, on parle beaucoup, évidemment, de la valorisation des matières organiques, mais il existe de plus en plus de procédés technologiques qui permettent de valoriser d'autres matières, comme par exemple le textile. Voilà, il y a des petits entrepreneurs qui font des découvertes incroyables et bientôt, on va pouvoir valoriser tout plein de matières plutôt que de la jeter. Et donc, on arrive à notre dernière étape dans la hiérarchie des 4 RVE. Et si ce principe, en fait, a bien été appliqué et dans l'ordre, normalement, il n'y a plus grand-chose à mettre dans votre poubelle à la fin. Et c'est comme ça qu'on aide à réduire la quantité de déchets dans les sites d'enfouissement, dans votre poubelle et dans les sites d'enfouissement. C'est comme ça qu'on participe à l'amélioration de la qualité des déchets recyclables et valorisables aussi. C'est important, et qu'on participe activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. On va rentrer maintenant un peu plus dans les collectes à proprement parler, mais est-ce que jusque-là, tout va bien au niveau des 4 RVE? Charlotte, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des doutes? On avait une question de Romy qui demandait, dans le fond, la place que le transport des déchets peut avoir par rapport à la pollution, à savoir, en fait, est-ce que le fait qu'on transporte nos déchets très loin peut avoir un impact sur la pollution? Bien sûr. Je te laisse répondre. Le fait de mettre des déchets dans un conteneur et de les emmener à l'autre bout du monde par bateau, c'est très polluant. Et aussi, il y a aussi des enjeux liés au transport de nos collectes, de nos matières résiduelles. Quand les bennes à ordures viennent chercher nos déchets, là aussi, ça a un impact environnemental. C'est comptabilisé dans les émissions de GES liées au transport, pas dans ceux des déchets, malheureusement, et que je n'ai pas le chiffre exact, mais je pourrais le trouver, par contre, ce serait intéressant. Il doit exister quelque part. Romy, c'est ça. Si je le trouve, je le publierai. Oui, fait que dans le fond, je pense que c'est là qu'on comprend aussi, ça rajoute une couche, en fait, à l'importance, je pense, de réduire la quantité de déchets, parce que moins on en a à déplacer, oui, plus on réduit, dans le fond, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées simplement à leur transport puis au fait qu'on doit gérer ces matières-là. Oui, c'est ça. Puis ils sont transportés, puis après ils sont mis dans d'autres sites d'enfouissement à l'air libre. Et là, ça s'envole, ça va sur les plages, ça va dans les océans. C'est pas juste que ça reste dans un site d'enfouissement puis ça bouge plus. Là. Évidemment, un déchet, ça s'envole et c'est problématique pour l'environnement. Super. Merci Margot. Tu peux continuer. Alors, mieux trier les déchets, les collectes municipales. Bon. D'abord, je voudrais déculpabiliser tout le monde à ce sujet-là. Des fois, c'est très mêlant. Qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je dois pas mettre? Dans quel bac? Pourquoi? Comment? Quelle couleur? Pourquoi ça change? Qu'est-ce que la consigne? Il y en a plein des questions et c'est complètement normal. Voilà, faites de votre mieux, toujours. Et si vous ne savez pas, ou si vous avez un doute, ou si vous paniquez, demandez-nous. On est une ressource en environnement, on est là pour ça aussi. La majorité des arrondissements ont des écoquartiers et si votre arrondissement n'en a pas, vous pouvez quand même appeler celui de Rosemont-la-Petite-Patrie là, pour savoir où mettre votre déchet. On vous aidera, vous inquiétez pas. L'important, c'est de ne pas se sentir coupable de mal le faire. L'important, c'est d'essayer de le faire au mieux. Voilà, je pense. Donc, voilà. Allons-y, relax. Alors, les matières recyclables, c'est le bac vert, on le sait. C'est le 4e R des 4 RVE. C'est une collecte qui a donc pour but de détourner du site d'enfouissement des matières qui pourraient être recyclées. Alors, pourquoi on recycle? Pour préserver les ressources naturelles et l'énergie, pour produire des biens avec des matériaux recyclés, ce qui va diminuer la quantité de ressources à aller puiser pour créer de nouveaux objets,
et aussi parce qu'il n'y a plus de place dans les sites d'enfouissement. C'est quand même 3 bonnes raisons de recycler. Et puis, ce n'est pas si compliqué, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on met dans le bac vert? On met les grandes familles, du plastique, du papier, du carton, du métal et du verre. On va aller en détail là-dedans. Pour les plastiques, en général, sous vos emballages, quand vous regardez en dessous, vous trouvez un petit ruban avec un petit chiffre à l'intérieur. Ça vous indique dans quel bac vous pouvez ou pas mettre votre emballage. Si le numéro n'est pas un numéro 6, ça peut aller dans le bac de recyclage. Donc, tous les numéros, sauf le 6, vont dans le bac vert. Qu'est-ce que c'est les numéros 6? C'est tout ce qui est barquettes, styromousse, polystyrène. Les petits pots de yogourt aussi, c'est du numéro 6. Les emballages en général de nourriture à emporter, souvent, c'est du numéro 6. Voilà. Si, et ça arrive quand même assez souvent, si il n'y a pas de petit numéro en dessous, ne le mettez pas dans le bac de recyclage non plus, malheureusement. C'est juste les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 qui vont dans le bac vert. Certains numéros 7 se compostent, mais attention, en général, c'est aussi indiqué dessus. Voilà. À ce moment-là, si je peux donner un petit truc Ouais. Pour identifier les plastiques qui sont compostables. Comme vous remarquez à l'écran actuellement, là, chaque numéro a des lettres en dessous. Là, ça spécifie c'est quel type. Là. Par exemple, pour le 6, c'est PS polystyrène. Pour le 7, quand il est compostable, ça va être PLA pour acide polylactique. 7PLA, c'est un plastique qui est compostable. Merci Charlotte. Donc, voilà des exemples d'objets qui peuvent se mettre dans le bac vert. Oui, les petits sacs refermables de type Ziploc et les sacs plastiques d'un plaid souple peuvent aller dans le bac vert, mais attention, il faut les mettre tous dans un même sac, un sac à sac dans le fond, et bien le fermer. En fait, si vous les laissez individuels, on va dire, dans votre bac, ça va passer au travers des mailles des machines dans le centre de tri, et voilà, ça ne sera pas recyclé. Si vous le mettez dans un sac à sac bien compact, ça a beaucoup moins de chances de passer dans les mailles du filet, entre guillemets. Donc, regroupez tous les sacs plastiques dans un seul sac bien fermé et rincez les contenants. Là encore, pas besoin de faire la vaisselle des contenants sales. Vous pouvez même utiliser votre eau de vaisselle pour les rincer. Hein. On ne veut pas non plus gaspiller de l'eau pour rincer ces contenants. Mais c'est juste les rincer un petit peu, enlever, je ne sais pas moi, les restes de nourriture qu'il pourrait y avoir dedans, etc. etc. Petite pensée pour la réduction. Pour réduire vos emballages plastiques, privilégiez des contenus de grand format, par exemple. Il vaut mieux avoir un grand format plutôt que plusieurs petits. Et en plus, vous ferez des économies financières. Utilisez aussi des contenants durables. Évitez par exemple tout ce qui est usage unique, comme les pailles, les tasses de café qui ne sont pas recyclables, etc., etc. Préférez peut-être faire l'acquisition d'une gourde pour votre eau, d'une paille réutilisable que vous mettrez dans votre boîte à lunch, d'une tasse réutilisable aussi que vous pourrez amener dans votre café, etc. Oui, parce que là-dessus, je rajouterais un petit truc, Margot, qui est que la plupart des plastiques à usage unique vont juste pas dans le bac. De toute façon, les pailles, les fourchettes, les cuillères, les couteaux en plastique, là, tout ce qui est l'espèce de vaisselle pour emporter, là, ça va même pas dans le bac du tout. Donc, privilégions la réduction de ce moment-là. Par contre, effectivement, pour ce qui est des bouteilles d'eau, ça pourrait aller dans le bac, mais encore mieux, ne pas les mettre dans le bac du tout, puis avoir une gourde réutilisable. Oui, pensez toujours réduction des déchets. Hein. Si vous prenez les 4 RVE dans l'ordre, c'est d'abord, OK, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je l'achète? Oui, non. Est-ce que je peux utiliser autre chose? Réduire les déchets, etc., etc. Voilà. Alors, papier carton. Là encore, quand il s'agit par exemple de bouteilles de jus de fruits, pensez à rincer le contenant un petit peu. Là, j'ai écrit séparer les bouchons, mais en fait, il paraît qu'il n'y a pas forcément besoin. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Mais à culpa, j'ai oublié de l'enlever de la présentation. Apparemment, quand c'est trop petit, effectivement, ça passe entre les mailles des machines, encore une fois. Donc, ne séparez pas les bouchons. Oubliez cette phrase.
Voilà. Surtout pour les petits bouchons en plastique. Ouais, je pense que la précision est importante. C'est peut-être un gros couvercle en métal. Il y a peut-être plus de chances de se faire trier au bon endroit, mais un petit item en plastique comme ça, il y a des chances comme Margot disait, ça peut s'envoler, ça peut se perdre. Donc voilà. Les papiers et cartons qui sont souillés ou qui sont gras ne peuvent plus se recycler. Par contre, ils peuvent aller dans le bac brun. On va le voir un peu plus tard, mais ne les mettez pas à la poubelle pour autant. Si vous avez un rouleau de papier toilette mouillé, ça peut aller dans le compost. En tout cas, dans l'est de Montréal, c'est possible. Donc, pas de panique. Petit réflexe réduction, là encore. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire sa quantité de papier et carton? Réduire l'impression des courriels, par exemple. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'imprimer nos courriels? Je ne pense pas. Si on doit imprimer, peut-être penser à imprimer recto verso. On peut aussi réutiliser ces vieilles impressions pour faire du papier brouillon ou pour faire du papier recyclé. D'ailleurs, bientôt, on va mettre en ligne un petit atelier de papier recyclé à faire à la maison. Vous verrez. On peut aussi refuser les circulaires à la maison avec le petit autocollant à mettre sur sa boîte aux lettres. Voilà. Si jamais vous pensez à d'autres choses, mettez-les en commentaire. Hein. C'est toujours bon d'avoir des astuces en plus. Le métal. Là encore, rincez les contenants. Et en ce qui concerne les boîtes de conserve, peut-être penser à rentrer un peu le couvercle pour éviter que les gens se coupent quand ils font le tri des déchets. Essayez de penser à eux un petit peu. Voilà, c'est sûr qu'ils ont des conditions de travail qui sont un petit peu difficiles et plus on les aide, mieux c'est, je pense. C'est aussi ça, la solidarité. Voilà. Par contre, pas besoin d'enlever les étiquettes sur les boîtes de conserve. Voilà, vous embêtez pas avec ça. Et petit réflexe réduction, essayez de privilégier par exemple les aliments frais plutôt que les conserves. C'est pas forcément plus cher, ça dépend où vous les trouvez. Réutilisez vos assiettes en aluminium plusieurs fois. Utilisez peut-être une pellicule alimentaire réutilisable plutôt que du papier d'aluminium pour le frigidaire. Et pensez à la consigne. Voilà, il y a pas mal de canettes qui peuvent se consigner. Et puis la consigne va s'étendre aussi d'ici peu. Et qu'on fera un petit point là-dessus en temps voulu, bien sûr, mais voilà, pensez à la consigne. Enfin, le verre. Là encore, rincez les contenants. Souvent, la nourriture qui reste dedans a tendance à moisir. C'est pas très agréable pour ceux qui travaillent dans les centres de tri. Sinon, voilà, le verre va bientôt être complètement consigné, on l'espère. Ça permettra de garantir un recyclage de meilleure qualité. Réflexe réduction, là encore, pensez à la consigne et réutilisez vos pots pour, par exemple, faire vos conserves ou pour faire votre épicerie en vrac, pour faire vos chandelles maison, pour tous vos projets. Voilà, les matières refusées. C'est là que le bas blesse. Attention. Avant qu'on passe à ça, oui. En fait, tu l'as peut-être sur ton écran. On nous demande quoi faire avec le verre brisé. C'est sûr que si on parle de vaisselle, ça ne va pas dans votre bac de recyclage. La seule vitre qu'on veut mettre dans notre bac de recyclage, c'est les contenants alimentaires là, ou les bouteilles de sauce ou ces choses-là. Une assiette, une coupe de vin, un verre quelconque qui est brisé, ça va à la poubelle, fermer ça sécuritairement pour pas que personne se blesse. Puis ensuite, si vous brisez un contenant alimentaire, vous brisez un pot, s'il est en plein de petits morceaux, ce qui risque d'arriver, c'est que ça va venir contaminer le reste de vos matières, ça va se mélanger à vos affaires, puis il risque déjà de se briser encore plus s'il est fragilisé, là, donc c'est peut-être juste préférable de le mettre à la poubelle pour éviter que quelqu'un se blesse dessus. Là. Les miroirs, pareil, ça va pas, le miroir ne va pas dans le bac de recyclage, là, ça rentre pas comme la vitre. Donc, j'espère que ça répond à la question. Puis, n'hésitez pas à continuer de nous poser vos questions sur ces petits détails-là. On le sait que c'est toujours un peu particulier. Je te laisse continuer. Merci. Donc, voilà, j'ai fait une liste exhaustive des matières qui ne vont pas dans le bac de recyclage et qu'on a tendance à retrouver souvent. Les items qu'on retrouve le plus, ce sont les vêtements, la nourriture, tout ce qui est lingettes, masques de protection, gants de protection. Voilà, ça, ce sont des choses qui ne se recyclent pas du tout. Il faut que, voilà, les vêtements usés, vous pouvez les donner.
S'ils sont vraiment dans un état déplorable, à la poubelle pour recyclage. La nourriture, évidemment, ça ne va pas dans le bac de recyclage non plus. Et tout ce qui est voilà, déchets, on va dire, de protection, lingettes, masques, gants, etc. En ce moment, surtout en ce moment, mettez-les dans votre poubelle et fermez bien votre sac poubelle pour éviter la contamination. Autre matière refusée dans le bac vert, tout ce qui est autocollant, parce que c'est un mélange de collants et de papier, et souvent du papier un peu plastifié, ça ne se recycle pas. Les jeux d'enfants, même s'ils sont faits en plastique, ne se recyclent pas. Et les jeux d'adultes non plus. La vaisselle brisée ou les miroirs, comme le disait Charlotte tout à l'heure. La pellicule alimentaire extensible ne se recycle pas. C'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser une pellicule alimentaire réutilisable. C'est très facile à faire. Allez voir sur notre site, on a une vidéo qui vous aidera à la fabriquer. Tube de dentifrice, clous, vis, ne se mettent pas dans le bac de recyclage non plus. Enfin, grande question, sac ou pas sac, où est-ce que je mets mon sac? Alors, les sacs souples classiques, vous faites un sac à sac, vous fermez bien et ça va dans le bac. Mais tout ce qui est sac biodégradable ou compostable ou oxo-biodégradable, ça ne va pas dans le bac vert. Voilà. Les sacs biodégradables vont en fait aux ordures ménagères, à la poubelle. Et les sacs compostables peuvent être utilisés dans le compost. Voilà. Les sacs de croustilles, les emballages de barres tendres et les sacs de céréales ne vont pas dans le bac vert. Tout ce qui est papier ciré ou gras, non plus. Plastique numéro 6, ça on l'a vu. Carton et papier souillé, on l'a vu aussi. Ça peut aller dans le bac brun. Les boîtes de CD en plastique ne se recyclent pas. Elles peuvent par contre être apportées dans un écocentre. En temps normal, en tout cas, elles peuvent. Les ampoules ne se recyclent pas non plus. La majorité des ampoules se mettent en fait où elles peuvent être, on va dire, amenées dans des points de dépôt et recyclées ensuite par des entreprises spécialisées, ou malheureusement, elles sont jetées dans les ordures ménagères. Voilà. Les bottes de pluie non plus ne se recyclent pas, etc. etc. La liste est quand même un peu plus longue que ça, mais c'est pas mal ça. Je ferai une petite intervention, Margot. On a une question super pertinente. Oui. On se fait demander, qu'est-ce qui est mieux entre papier, verre, plastique, métal, si on doit choisir entre un ou l'autre, qu'est-ce qu'on prend? C'est une super bonne question. C'est une question qui n'est pas toujours facile à répondre parce que ça va dépendre de où le produit a été fait. On le voyait avec le cycle de vie. Si c'est importé, ce n'est pas le même genre d'empreinte écologique que si c'est fabriqué sur place. Si on se pose la question entre le verre et le plastique, par exemple, ou le verre et le métal, le verre peut être recyclé à l'infini. L'aluminium peut être beaucoup recyclé aussi. Le plastique se recycle bien, mais peut-être un peu moins. Éventuellement, perd en intégrité, est plus difficile de refaire des emballages avec. Si on pense à, par exemple, les canettes de bière ou les canettes de liqueur ou les bouteilles de bière, si on les ramène directement à la consigne, à ce moment-là, ils ne seront pas contaminés. Puis, un choix ou l'autre, je pense, n'est pas vraiment problématique. Attention, en ce moment, on ne peut pas ramener de contenants consignés. On vous encourage à juste les accumuler si vous avez l'espace. Sinon, les mettre dans le bac de recyclage, c'est des matières qui se recyclent. Là, mais pour le moment, la consigne ne peut pas être ramenée dans les commerces. Là, mais quand ça reprendra, évidemment, là, c'est plutôt de ça que je parle. Sinon, c'est certain que si ça peut pas, si c'est pas un emballage qui est consigné, on le sait qu'on a des difficultés avec le verre actuellement. C'est sûr que c'est une matière qui risque de se briser. On en parlait tantôt, les plus petits morceaux, c'est difficile de les trier correctement. Fait que moi, j'aurais tendance à encourager quelque chose qui serait plus du métal ou du plastique, peut-être juste dans notre situation actuelle pour s'assurer que ça puisse être recyclé. Par contre, si c'est consigné, le verre, c'est un matériau qui se recycle très bien. Là, donc, ça va vraiment dépendre un peu de la situation, puis de si c'est possible de le ramener consigné ou pas. L'avantage de la consigne, c'est que ça sort un maximum de matière de notre bac de recyclage, ce qui veut dire que ça va venir minimiser le risque de contamination du reste des choses qu'on met dans notre bac qui ne peuvent pas être envoyées à la consigne. Fait que, ça serait un peu à la manière d'y réfléchir. Je pense que c'est une question qui n'est pas super évidente à répondre, mais j'espère que
que ça l'aide, là. Puis, Margot, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, tu pourrais continuer. Non, c'est juste analyser le produit, effectivement, puis essayer de faire au mieux, encore une fois. Toujours faire au mieux, selon vous. C'est ça. Je vais changer de bac. Je vais aller dans le bac brun. C'est le bac où on met nos résidus alimentaires. Alors actuellement, je le sais, c'est une collecte qui est seulement pour les immeubles résidentiels de 8 logements et moins. Donc, c'est à vous que je m'adresse, citoyens de 8 logements et moins. Ça va s'étendre. L'idée, la ville souhaite vraiment étendre la collecte des résidus alimentaires et vise 60% de valorisation de nos matières organiques d'ici 2025 et 80% d'ici 2030. Toujours dans l'optique d'être une ville zéro déchet. Donc ça s'en vient. C'est pas si facile que ça parce que les grands immeubles et les écoles pour la gestion des résidus alimentaires, ça prend un petit peu de travail, un peu plus que nous à la maison. Donc là, je vais parler vraiment du compostage à la maison. Si vous avez votre bac brun, c'est super. Si vous ne l'avez pas encore, dès que vos écoquartiers ou vos bureaux d'arrondissement auront réouvert, je vous invite à aller en chercher un. C'est gratuit et c'est vraiment bon pour l'environnement, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées avant. Donc, l'objectif, c'est de détourner les résidus alimentaires des sites d'enfouissement et de contribuer comme ça encore plus à la réduction des gaz à effet de serre. Les matières acceptées dans ce bac sont les aliments, peu importe leur état de décomposition ou de congélation, papier souillé, carton souillé. Il y a d'autres options pour ceux qui ne veulent pas ce bac brun et qui préfèrent adopter des petits animaux de compagnie gluants. C'est le vermicompostage, les vermicomposteurs. Il y a aussi l'option du composteur domestique si vous avez un jardin. Voilà, pour ces deux options-là, les matières acceptées et refusées ne sont pas exactement les mêmes. Donc là, je vais me concentrer sur le bac brun. Mais si vous avez un autre type de composteur à la maison ou si vous en voulez un, n'hésitez pas, encore une fois, à me poser des questions. Margot, on a une question. Ah ben, je pense que tu y arrives, donc c'est un bon timing. On nous demande si on peut mettre la viande dans le bac brun. Je pense que c'est là la distinction que tu faisais entre certains moyens de compostage, là, mais est-ce qu'on peut mettre la viande dans le bac brun? Oui, vous pouvez mettre tout ce qui est viande et restant de viande. Donc, même les os de votre poulet peuvent aller dans votre bac brun. Vous pouvez aussi mettre tout ce qui est poisson, arête de poisson. Les fruits, les légumes, comme je le disais tout à l'heure, peu importe leur état. Mais vous pouvez aussi mettre les papiers mouchoirs souillés, les cartons souillés, hein, les boîtes de pizza, si vous les coupez un petit, elles peuvent aller dedans. Et puis, tout ce qui est café, le marc de café, ça peut aussi aller dedans. Voilà, les matières refusées, en gros, c'est tout ce qui est litière d'animaux, excréments en général. Donc, les couches, par exemple, ne vont pas dans le bac brun. Tout ce qui est produits toxiques, résidus domestiques dangereux, donc tout ce qui porte un pictogramme qui fait un petit peu peur ne peut pas aller dans le bac brun, les batteries, etc. Les chandelles, les mégots de cigarettes, tout ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas aller dans le bac brun. Et puis aussi, évitez d'y mettre des liquides si vous pouvez, parce que ça fait vraiment du jus dans votre poubelle. N'y mettez pas non plus de tissu ou de matières recyclables et pas non plus de métaux et de verre. La question qu'on nous pose le plus, c'est est-ce que je dois utiliser un sac ou pas? C'est une très bonne question. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un sac. D'ailleurs, si vous n'utilisez pas de sac, c'est toujours un déchet en moins à gérer après, par exemple. Ceci dit, si vous souhaitez quand même utiliser des sacs dans vos petites chaudières de comptoir, là, il faut que ce soit des sacs ou compostables. Donc là, il faut qu'ils aient la certification compostable, c'est très important. Les sacs en plastique classique ou les sacs biodégradables ne peuvent pas du tout aller dans le compost. Donc, sac compostable. Ou encore sac en papier, papier journal. Voilà, ça se composte facilement. Donc, pas de problème pour ça. Petit conseil, mettez un petit peu de papier journal dans le fond de votre bac pour absorber le jus. Ça vous évitera d'avoir à le nettoyer trop régulièrement. Moi, personnellement, je mets ma petite chaudière dans mon congélateur et je sors le sac avec mes résidus alimentaires congelés le jour de la collecte, si possible. Ça évite les mauvaises odeurs, ça évite d'attirer aussi les petits rongeurs, etc. Si vous voulez des trucs et astuces justement en plus pour
Évitez d'attirer les nuisibles, les rongeurs. Et pour, si vous avez des problèmes d'odeur, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire. Il nous fera plaisir de vous donner nos trucs. Et puis, si vous en avez à partager, vous pouvez aussi le faire ici sans problème. Voilà. Ouais, Est-ce qu'il y a des questions? moi, je ferais peut-être une petite intervention justement sur l'utilisation des sacs ou pas, puis par exemple l'utilisation de papier journal. Le papier journal a un avantage aussi qui est de venir créer une barrière entre les aliments et l'air. Donc, si vous faites un genre de baluchon avec vos résidus alimentaires dedans, puis que vous mettez ça dans votre bac brun, c'est plus difficile pour les mouches d'aller pondre dans votre bac, ce qui peut aider à gérer l'apparition des mouches, des petites mouches à fruits, des vers, etc. Puis, on se fait souvent demander, ça va sentir, tu sais, tout ça. L'avantage de rajouter du papier journal au travers de vos résidus alimentaires dans votre bac brun, c'est que vous venez mettre de la matière brune, de la matière sèche, de la matière carbonée, comme on dit. Vous la mélangez dans votre matière mouillée, votre matière verte, votre matière azotée. Et ce mélange-là enclenche le processus de compostage et ça, c'est inodore. S'il n'y a pas la matière brune, par contre, c'est sûr que ce processus-là ne s'enclenchera pas. Fait que là, ça peut sentir un peu plus la fermentation. Mais quand on vient rajouter de la matière brune, mélanger le journal, on enclenche le compostage et ça sent moins. Fait que c'est vraiment un genre de passe-partout là, pour pallier à quelques-uns des petits enjeux qu'on peut avoir avec son bac brun. Et on se faisait demander, Margot, actuellement, dans le contexte avec la COVID-19, les papiers mouchoirs, est-ce qu'on les met dans le bac brun? Il vaut mieux éviter actuellement de mettre vos mouchoirs si vous êtes mouché dedans. Si vous avez juste essuyé de l'eau, il n'y a toujours pas de problème. Mais si vous êtes mouché dedans, en ce moment, on évite de les mettre dans le bac brun. Effectivement, c'est une bonne question. Ça va plutôt dans les vidanges. Et encore là, un sac bien fermé pour éviter la propagation d'un virus si jamais il est là. C'est bon? En fait, tu peux continuer. Oui, continue, Margot, merci. Je m'en vais dans les CRD. Alors, CRD, c'est pour résidus de construction, démolition et rénovation. Enfin, rénovation et démolition, dans cet ordre. Donc, c'est vraiment tous les déchets de chantier. Voilà. Il y a une collecte hebdomadaire pour ce genre de résidus-là. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça. Voilà, il y a une collecte municipale qui a lieu à chaque semaine pour venir récupérer ce genre de résidus et aussi pour venir récupérer des encombrants. Alors, les encombrants, c'est tout ce qui va être mobilier, mais aussi électroménager, sauf ceux qui ont des allocarbures, donc frigidaire, congélateur, climatiseur. Ceux-là ne vont pas dans cette collecte-là. Mais si vous avez une vieille télé ou, je ne sais pas moi, une vieille étagère dont vous voulez vous départir, ça peut être mis au chemin le jour de la collecte, la veille au soir idéalement, de manière sécuritaire toujours. Pensez aux gens qui utilisent les trottoirs et les rues. Et sachez aussi que cette collecte n'a pas lieu en période de déneigement. Par exemple, si les camions ont prévu de venir déneiger la rue dimanche matin, ne mettez pas ces déchets-là cette semaine-là, attendez une semaine de plus, c'est préférable. Sinon, ça risque de les gêner, puis voilà. Juste une petite intervention, pas les télés, je pense que tu as mentionné ça, Margot, mais les appareils électroniques, ça va à l'écocentre ou ça va dans les commerces qui les vendent. Exact. Oui, c'est ça, c'est les électroménagers, vous pouvez les mettre, les petits électroniques, non. Pardon pour ça. Et là encore, si vous avez justement des petits électroniques ou gros électroniques qui sont destinés à l'écocentre, attendez en ce moment un petit peu avant de les y amener. C'est préférable en raison, encore une fois, du contexte sanitaire. Voilà, gardez-les chez vous encore un petit peu. Puis quand tout ça sera de nouveau normal, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir l'adresse des écocentres. Et rappelez-vous que écoquartier et écocentre sont deux choses différentes. Nous ne récupérons pas de matière résiduelle, c'est vraiment les écocentres qui le font. Voilà, je vais parler aussi des résidus verts. Donc ça, c'est une collecte qui a lieu. Excusez-moi, je vais juste revenir là-dessus avant. Pour les CRD encombrants, je vous ai mis un lien ici pour avoir la liste exacte de toutes les matières qui sont acceptées et refusées. Je pourrais vous remettre le lien dans les commentaires si vous voulez. Voilà, j'avais oublié de passer à la slide suivante. Et donc, pour les résidus verts, là encore, je vous ai mis le lien pour avoir la liste exacte des résidus qui sont acceptés et refusés. C'est une collecte qui a lieu
du mois d'avril au mois de novembre. Je pense qu'elle va bientôt commencer, d'ailleurs, a priori. Et ça, c'est vraiment tout ce qui est résidus de jardin, feuilles mortes, certaines branches, mais attention, il y a une taille, il y a une restriction de taille, feuillage, etc. Dans l'Est de Montréal, on sépare vraiment les résidus verts et les résidus alimentaires. En fait, ce n'est pas traité dans les mêmes machines, dans les mêmes procédés. Voilà. C'est pour ça qu'on ne met pas de résidus verts dans le bac brun non plus. J'avais peut-être pas mentionné ça tout à l'heure, mais voilà, je me rattrape. Oui, puis là, on nous demandait au niveau des résidus verts si on peut mettre les mauvaises herbes. Oui, vous pouvez mettre dans les résidus verts ce qui est issu du désherbage de votre jardin, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, absolument. Le procédé de compostage en fait, de la ville de Montréal, c'est vraiment un procédé assez industriel et massif. Donc voilà, vous pouvez vraiment mettre tous vos déchets de jardin sans problème. J'en viens aux résidus domestiques dangereux, aussi appelés RDD, c'est leur petit nom. En voilà la définition officielle. Alors, un résidu domestique dangereux est une matière ou un produit d'usage courant qui représente un danger s'il est mis au rebut. Une fois récupérés, les RDD sont acheminés vers des industries spécialisées dans leur traitement ou leur recyclage. Voilà les petits pictos que vous pouvez voir sur tout ce qui est résidus domestiques dangereux. Voilà, c'est des pictos qui ne sont pas très engageants. Hein. On a des têtes de mort, on a des flammes, on a des explosions. On se doute bien que c'est dangereux. Ça ne va surtout pas dans la poubelle classique. Petite liste exhaustive de RDD qui existent et des lieux où il faut les apporter. La peinture. Alors, question qui revient très souvent. J'ai un pot de peinture avec encore de la peinture dedans. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, vous pouvez le ramener dans votre quincaillerie, là où vous l'avez acheté, par exemple. Si le pot est vide, par exemple, en revanche, il faut l'amener à l'éco-centre. Mais il y a des peintures qui sont faites à partir de peintures recyclées, fait que vous pouvez les ramener dans la quincaillerie d'où elle vient. Tout ce qui est aérosol, que ce soit peinture, produits ménagers et autres, ça va à l'éco-centre. Les huiles usagées, donc ça comprend les huiles de moteur, mais aussi les huiles de friture, en fait. Par exemple, la papeterie du coin fait beaucoup d'huile de friture. Surtout, il ne faut pas jeter cette huile-là dans les canalisations, dans les égouts, dans les toilettes. Vous gardez cette huile dans un contenant bien fermé et vous l'amenez à l'éco-centre. Pareil pour l'huile de moteur, si vous en avez. Les piles, les batteries, vous allez souvent trouver dans vos pharmacies des points de dépôt pour les récupérer. Si vous n'en avez pas et que vous habitez près d'un éco-centre, vous pouvez les amener dans un éco-centre. Elles sont vraiment toxiques pour la terre et pour l'eau, et vraiment pas dans la poubelle, c'est très important. Tous ces produits d'ailleurs, hein, mais en tout cas, on en retrouve quand même beaucoup, pour ça que je le dis. Ensuite, tout ce qui est produits électroniques, là encore, amenez-les à l'éco-centre ou alors dans un électrobac si ce sont des petits électroniques. Les matières en fait et les composants électroniques peuvent être récupérés, réutilisés et le reste, ça va être traité comme il se doit. Enfin, les médicaments. Alors ça, c'est à ramener dans votre pharmacie. Tout ce qui est médicaments périmés ou si des médicaments dont vous n'avez plus besoin, même s'ils ne sont pas périmés, ramenez-les à la pharmacie, surtout pas dans la poubelle. Ensuite, ça va se retrouver dans vos sols et dans vos eaux. Et on ne veut pas, nous, manger vos médicaments. Et les pneus aussi, pneus de vélo, pneus de voiture, pneus de moto, peu importe, à l'éco-centre. Voilà. Je vous invite maintenant à nous poser toutes vos questions si vous en avez encore. Et je voudrais surtout vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui pour ce premier grand webinaire de l'écoquartier de Rosemont, la petite patrie. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de petits gestes, que l'important c'est de les multiplier et encore une fois de faire au mieux et que c'est tous les jours le jour de la Terre. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? On se fait dire merci, en tout cas. Donc, ça, c'est gentil. Merci à vous aussi d'avoir écouté ça. Rapidement, on nous demande sur Facebook où jeter les ampoules, les piles. On vient d'y répondre. L'éco-centre, c'est un bon endroit pour comme la plupart de vos RDD. Mais si vous avez juste une ou deux ampoules ou vous n'avez pas plusieurs matières, Margot l'expliquait un peu, il y a comme différents endroits probablement plus près de chez vous
où vous pouvez les ramener. Les quincailleries, souvent, vont reprendre la peinture, vont reprendre les ampoules, les pharmacies vont reprendre les piles, les batteries. Il existe différentes ressources pour identifier comme toutes ces choses-là qui sont près de chez vous. Donc, on va aller vous mettre plein de ressources en commentaire là, par rapport à tout ce qu'on a un peu mentionné, là. Puis on avait une autre question de quelqu'un aussi qui disait qu'elle a accès à la collecte des résidus alimentaires, mais son copain, lui, habite dans un endroit dans la petite patrie où il ne l'a pas encore. C'est possible, soit il habite dans un immeuble, comme Margot disait, de plus de 9 logements. Il y a aussi certains secteurs très commerciaux où les camions ne passent pas encore, mais comme Margot le disait, c'est une implantation graduelle qui se fait. Donc, soyez patients, ça va arriver à vous, puis éventuellement, tout le monde pourra y participer. Et ouais, sinon, alors on nous dit merci, c'était très clair. Écoutez, si vous attrapez ceci en différé sur Facebook, posez vos commentaires, on va venir y répondre au fur et à mesure là, qui vont arriver. Puis, restez alerte, on va avoir d'autres webinaires et d'autres activités qui s'en viennent. Margot, je ne sais pas si tu as un autre mot, sinon on terminerait là-dessus. Non, cette vidéo sera disponible sur notre page Facebook et on va aussi certainement la mettre sur notre site internet. Si jamais on n'a pas répondu à vos questions en direct, on va prendre le temps d'y répondre par la suite. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre confiance et vous souhaiter une bonne journée. Et voilà. Oui, bonjour de la Terre. Bye tout le monde.